Donc, je vais vous présenter les principales thématiques dans le Boyavo. C'est le lien entre microbiote digestif et cancer. Donc, comme vous le savez, depuis l'avancée avec les méthodes d'étude du microbiote digestif ont beaucoup avancé et évolué avec la technologie. Et depuis le début des années 2000, avec les méthodes moléculaires et plus précisément la métagénomique, on a trouvé de plus en plus de liens entre le microbiote digestif et différentes pathologies, parmi lesquelles le cancer. Donc la dysbiose peut être impliquée dans le cancer de deux manières. Et la première manière, c'est qu'elle peut être appliquée carrément elle peut être un élément déclencheur de la carcinogénèse, ou alors elle peut influencer la réponse immunitaire et donc la réponse au traitement du patient, qui peut être du coup, à cause de la dysbiose, meilleure ou pire. Les premières études qui ont fait le lien entre microbiote et cancer, on se sent plus focalisé sur le premier aspect, en essayant de caractériser les causes par lesquelles le microbiote digestif peut être une cause de carcinogénèse. Pour cela, il y a plusieurs mécanismes, et un de ces mécanismes implique une perméabilisation de la barrière intestinale qui entraîne une translocation des bactéries accrues, qui entraîne une augmentation en fait, de la translocation bactérienne. Et ces bactéries sécrètent des molécules appelées des MANT, des Microbial Associated Molecular Patterns, qui peuvent activer la voie du TLR et ensuite ainsi entraîner la prolifération bactérienne et donc déclencher la carcinogénèse, ou alors entraîner la production d'espèces de dérivés oxygénés par les macrophages qui entraînent une génotoxicité et donc la carcinogénèse après. Il y a aussi d'autres métabolites bactériens comme l'acétaldéhyde, le nitrosamine ou les acides biliaires secondaires qui peuvent aussi entraîner une génotoxicité à cause des dérivés oxygénés qu'ils produisent. Ainsi, tout ce qui peut entraîner une dysbiose, donc les antibiotiques, les prébiotiques, les probiotiques ou les transplantations de microbiote par exemple peuvent être des éléments déclencheurs, peuvent entraîner une inflammation ou augmenter la translocation et ainsi déclencher la carcinogénèse. Pour les études plus récentes, elles sont plus focalisées avec le début de l'immuno-oncologie sur comment est-ce que le microbiote digestif pouvait influencer la réponse immunitaire au cancer. Et par cela, comment elle module le système immunitaire. Il a été plusieurs études ont montré, selon cette influence du microbiote digestif sur les thérapies anticancéreuses se retrouve dans différents types de thérapies. Par exemple, dans la chimiothérapie par oxaliplatine, qui est utilisée pour les cancers gastro-intestinaux, qui est très utilisée pour les cancers gastro-intestinaux, on se rend compte que la présence du microbiote digestif est importante parce que la présence de bactéries entraîne la sécrétion par les cellules myéloïdes de dérivés oxygénés qui ensuite affectent l'ADN des cellules tumorales et entraînent une apoptose. De même pour le cyclophosphamide, des études ont montré donc, que l'action du cyclophosphamide était médiée par le microbiote digestif. Et on voit donc le cyclophosphamide, et ces études ont montré que le cyclophosphamide entraînait une perméabilisation de la barrière intestinale et ainsi une translocation. En donnant des antibiotiques anti-gram négatifs à des souris, par antibiothérapie, on s'est rendu compte que c'est surtout la translocation des bactéries gram positives qui était importante, et plus particulièrement celle d'Enterococcus irae, qui en transloquant dans les organes lymphoïdes secondaires comme la rate, entraînait un priming des lymphocytes Th17, et ainsi activer l'immunité antitumorale en augmentant le ratio CD8 sur Treg et en augmentant la production d'interférons gamma et la présence de cellules des lymphocytes T gamma delta.
De même, dans le côlon, en présence de cyclophosphamide, on a vu que Barnesiella intestini hominis augmentait les T-gamma-delta, les TH1, et augmentait aussi l'immunité antitumorale. On a vu que l'effet de la chimiothérapie était médié par le microbiote digestif, et on retrouve la même chose quand il s'agit de l'immunothérapie. On voit que quand on traite des souris, quand des souris qui ont une tumeur sous-cutanée sont traitées par immunothérapie en présence d'antibiotiques, on a une réponse qui est diminuée, une croissance tumorale qui augmente et donc une réponse du patient qui est une réponse au traitement qui est diminuée. Et on a vu que ces effets peuvent être attribués à des bactéries particulières. Par exemple, dans le cas de l'anti-CTLA4, on voit que lorsqu'on traite des souris germe-free ou traitées par des antibiotiques par de l'anti-CTLA4, il n'y a pas d'effet de ce traitement. Et par contre, quand on monocolonise des souris avec Bacteroides titaniotao-micron, Bacteroides fragilis, ou alors le combo de Bucholderia cepacia et Bacteroides fragilis, on augmente l'efficacité et l'effet antitumoral de l'anti-CTLA4. En ce moment, le gold standard de l'immunothérapie par blocage des immune checkpoints, c'est les thérapies anti-PD1, anti-TPDL1. Et ces immunothérapies ont été liées à différentes espèces bénéfiques par différentes études. Des études par une équipe américaine ont montré que les bifidobactéries étaient augmentées chez les patients chez les patients atteints de mélanome qui répondaient à la thérapie anti-PD1. Et cette même équipe a fait une autre étude où ils ont implanté le microbiote de 6 patients différents à des souris et de patients répondeurs et non répondeurs, et observer les patients et observer la réponse au traitement des souris. Ces souris étaient donc implantées de tumeurs sous-cutanées et traitées à l'anti-PD1. Et on voit que les souris le microbiote des patients pour lesquels les souris répondaient au traitement était dominé avait une abondance relative plus importante de Collinsella, particulièrement de Collinsella aerofaciens et de Bifidobacterium langum. Dans mon équipe, une étude récente a montré que les patients atteints de cancer du poumon qui répondaient à l'anti-PD1 avaient un microbiote digestif enrichi en certaines bactéries, plus particulièrement en Akkermansia enrichi en Akkermansia mucinifila, et que le gavage de souris, la supplémentation du microbiote digestif d'un patient non répondeur avec Akkermansia mucinifila et Enterococcus irae diminue la croissance tumorale chez ces souris. Une autre étude américaine concomitante a montré que chez les patients répondeurs, cette fois-ci dans le mélanome métastatique, toujours traité par anti-PD1, avait montré que ces patients avaient un enrichissement en Ruminococcus et en Faecalibacterium prosniti. Donc pour conclure, il a été démontré donc, que le microbiote digestif peut non seulement influencer la carcinogénèse, mais il peut aussi influencer la réponse à différentes thérapies anticancéreuses. Et ainsi, il y a différentes espèces bénéfiques qui ont été décrites, comme donc Akkermansia mucinifila, Enterococcus irae, certaines espèces de Bifidobacterium, des Bacteroides fragilis et Faecalibacterium prosniti. Et donc, les études de microbiote digestif par métagénomique, par culturomics peuvent être utilisées pour prédire la réponse au cancer des patients.
En perspective, d'autres microbiotes peuvent être, nous étudions l'influence de d'autres microbiotes dans la réponse anticancéreuse, comme plus précisément du microbiote cutané, car on sait que ce microbiote influence l'immunité et donc pourrait également influencer la réponse immunitaire à la carcinogénèse, notamment dans le cas du mélanome. Enfin, puisque la dysbiose affecte les réponses au cancer, la carcinogénèse et les réponses au traitement anticancéreux, on pourrait envisager des approches nutritionnelles pour corriger ces dysbioses et donc rétablir les réponses au traitement chez les patients qui ne répondent pas. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, donc le jeûne, qui entraînerait donc une autophagie, ou alors les calorie restriction mimetics, qui miment l'effet du jeûne en entraînant une autophagie, ou alors les supplémentations en certains micronutriments comme la vitamine B6, la vitamine D3 qui entraînerait une mort cellulaire immunogénique et ainsi médierait un effet anti-cancer. Je vous remercie de votre attention. Il y a deux choses que je voulais rajouter avec ça, qu'on a beaucoup discuté avec Laurent. C'est qu'avec le microbiote et le cancer, on a un peu redécouvert la Lune, puisque quand même on traite les cancers de la vessie depuis 50 ans avec du BCG. Donc il y a quelque chose quand même, on savait, ça met vraiment une espèce d'ignorance, d'aveuglement qu'on se met par rapport à nous-mêmes, qui fait qu'on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas pour autre chose que juste le cancer de la vessie. Il y a une vraie truc. Et il y a un deuxième truc qu'a fait Laurence, qui est génial dans le travail qu'on a fait, qui a été publié en faisant sur PD1 et le microbiote, qui est génial, c'est-à-dire qu'elle, t'entends les gens des idées lumineuses, elle faisait ça d'abord chez la souris, l'efficacité, et pour nettoyer chez les souris, elle leur fout les antibiotiques, elle leur vire le microbiote, et elle regarde ça marche pas. Et après, elle a dit, attends, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Et donc elle a regardé, c'est publié, chez les hommes qui ont reçu des antibiotiques dans le mois précédent PDA, ça ne marche pas dans le cancer du poumon. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose de cliniquement extrêmement important. Que si on protocole les gens de l'immunothérapie, il ne faut surtout pas leur donner les antibiotiques avant parce qu'on leur tue les bestioles qui sont dedans et on en fait des non-répondants. C'est vraiment la pratique clinique incroyable qui est revenue. Et c'est vrai, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des questions pour Marianne? Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a des projets ou des choses carrément concernant une bactériothérapie finalement pour essayer de restaurer cette efficacité? Est-ce qu'il y a des choses en cours, que ce soit chez vous ou ailleurs? Chez nous déjà, on est en train, il y a beaucoup de bactéries qui sont protégées dans le but d'être justement testées dans des essais cliniques sur des patients, parce qu'on a plusieurs bactéries, donc comme je vous disais, Akkermansia, Muciniphylla et Enterococcus ire, surtout Enterococcus ire d'ailleurs, qui ont une efficacité antitumorale chez la souris vraiment prouvée avec des mécanismes plutôt bien définis chez la souris. Donc c'est un projet pour être transposé chez l'homme. Aussi, ça conditionne chez les femmes l'efficacité du cyclophosphamide dans le cancer du sein. Tu avais Enterococcus ire, ça marche, mais pas Enterococcus ire, ça marche pas. C'est une espèce de révolution assez monstrueuse. Ok, merci beaucoup Mariam. Et donc pour